Il y a 15 ans, les doigts de Romina Carter dansaient sur les touches du piano du Carnegie Hall, tandis que les critiques la proclamaient la prochaine grande virtuose, prédisant une ascension fulgurante. Aujourd'hui, ces mêmes mains douées récuraient les toilettes dans les salles de bain en marbre du manoir Hulberg, où elle maîtrisait depuis longtemps l'art de l'invisibilité. Lorsque le milliardaire Douglas Hulberg a proposé, par moquerie, sa femme de chambre noire pour « divertir » les invités de son somptueux gala de charité, sa fille Marissa a ricané à proximité, tous deux savourant la promesse d'une humiliation. Mais alors que les murmures du passé de Romy commençaient à s'agiter et qu'un vieux mentor émergeait de l'ombre, la prodige oubliée depuis longtemps se retrouva confrontée à un choix, rester invisible en toute sécurité ou récupérer la musique qui avait autrefois été le langage de son âme. Le public riche s'attendait à être diverti. Il n'était pas préparé à ce qui allait les laisser sans voix. Les premiers rayons de l'aube perçaient les fenêtres du modeste appartement de Romina Carter, tandis qu'elle se préparait tranquillement pour une nouvelle journée. Ses gestes étaient lents, réfléchis, entraînés. Des années de levers matinaux avaient fait de ce rituel une seconde nature. Elle s'arrêta un instant, jetant un coup d'œil à une petite photo encadrée sur sa table de chevet ou une version plus jeune d'elle-même, les yeux écarquillés de promesses. Puis, délicatement, elle retourna le cadre et le glissa dans le tiroir. « Pas aujourd'hui », murmura-t-elle. À 5h30, Romy était déjà arrivée au domaine Hulberg, se faufilant par l'entrée latérale munie de sa carte d'accès. L'immense domaine, majestueusement perché au sommet d'une colline, surplombait la ville avec une arrogance impériale. La rosée du matin s'accrochait aux pelouses impeccables tandis qu'elle se dirigeait vers les vestiaires du personnel. Là, elle a échangé ses vêtements de ville contre l'uniforme gris foncé qui la rendait presque invisible pour la famille qu'elle servait. « Bonjour, Romy », appela Glatty, la gouvernante en chef, une femme robuste d'une cinquantaine d'années qui avait pris Romy sous son aile 3 ans auparavant. « Tu es encore en avance. » « Je pensais prendre de l'avance sur les laits. »« Monsieur Hulberg a parlé d'inviter cet après-midi », répondit Romy d'une voix douce mais assurée. « Cet homme change plus souvent de plan que de chemise élégante », marmonna Glatty en tendant un bloc-notes à Romy. « Mais l'emploi du temps du personnel ne dit rien sur la priorité de les laits. Quinn me l'a dit hier. Il m'a dit que monsieur Hulberg voulait que ce soit impeccable pour les marchands d'art qui passent. » Glatty haussa un sourcil. « Quinn te dit beaucoup de choses à la dernière minute, n'est-ce pas ?» Romy sourit seulement faiblement. Il était plus facile de ne pas commenter l'habitude du gestionnaire du domaine de lui adresser des demandes urgentes, toujours accompagné de ce mince sourire, un sourire qui suggérait qu'elle devrait être reconnaissante pour ce privilège. La matinée se déroula tranquillement, tandis que Romy avançait méthodiquement dans l'immense demeure. Le personnel la respectait pour son efficacité, sa capacité à nettoyer une pièce si minutieusement qu'elle paraissait intacte plutôt qu'aseptisée. Elle se déplaçait comme une ombre, veillant à ne jamais déranger, à ne jamais être remarquée. Peu avant 9h, alors qu'elle époussetait le grand salon, une douce musique de piano parvint de la pièce adjacente. Les notes, hésitantes au début, commencèrent à couler avec assurance. Les mains de Romy ralentirent tandis que la mélodie l'enveloppait comme de la soie. Nocturne en mi bémol majeur de Chopin. Ses doigts tressaillirent légèrement, une mémoire musculaire d'une autre vie remontant à la surface sans qu'elle l'ait demandé. Incapable de résister, elle s'avança tranquillement vers la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Un homme élancé d'une quarantaine d'années était assis au magnifique piano à queue du domaine, ses doigts dansant sur les touches d'ivoire. Un talent engagé, supposa-t-elle. Quelqu'un s'entraînant pour le gala de monsieur Hulberg. Alors que la pièce atteignait son paroxysme émotionnel, les yeux de Romy se trouvèrent embués de larmes inattendues. L'une d'elles s'échappa, traçant un sillon chaud sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, irritée par sa propre vulnérabilité, et se retourna pour reprendre l'époussetage. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» La voix la fit sursauter. Jacob Hulberg se tenait à proximité, l'observant avec des yeux curieux. Le fils de Douglas. Celui qui venait rarement lui rendre visite. Romy ne l'avait vu que 2 fois en 3 ans. « Oui, monsieur. »« Très beau », murmura-t-elle en baissant les yeux et en passant son plumeau sur une table d'appoint. « J'ai toujours pensé que Chopin était surjoué, jusqu'à ce que je l'entende interpréter correctement, » a poursuivi Jacob, apparemment ignorant que le personnel n'était généralement pas engagé dans une conversation. « Aimez-vous la musique classique, mademoiselle Carter ?» Romina Carter, dit-elle doucement. « Eh oui, je l'écoute. Même si je n'ai pas beaucoup de temps pour l'écouter. » Avant que Jacob ne puisse répondre, le claquement sec des talons de créateur brisa le moment.
Marissa Hulberg est entrée dans la pièce, les cheveux blonds parfaitement coiffés, une robe de créateur sculptée sur sa silhouette élancée. « Jacob. Quand es-tu rentré ?» gazouilla-t-elle en l'embrassant sur les 2 joues. Puis son regard se posa sur Romy. « Oh, tu as oublié quelque chose ?» dit-elle en désignant vaguement la table déjà impeccable. « Je m'en occupe, mademoiselle Hulberg », murmura Romy en se détournant du regard d'excuse de Jacob. « Ces uniformes sont atroces », dit Marissa d'une voix forte à son frère. « On dirait des tenues d'hôtel bon marché. Papa devrait vraiment penser à quelque chose, je ne sais pas, d'esthétique. On n'est pas dans un Holiday Inn. » Leurs voix s'éteignirent lorsqu'ils sortirent, laissant Romy à nouveau seul avec l'écho de la musique et le silence de ses pensées. À midi, le domaine bourdonnait d'activité. Douglas Hulberg était arrivé, entouré de conservateurs, de marchands d'art et de donateurs potentiels pour sa fondation. Queen Marshall est apparue aux côtés de Romy alors qu'elle disposait des fleurs fraîches dans le hall d'entrée. « Ceux-là vont dans les vases Blooming, pas dans le cristal », rétorqua-t-il d'un ton empreint de dédain. Monsieur Hulberg a spécifiquement demandé Ming pour le dévoilement d'aujourd'hui. « Je m'excuse, monsieur Marshall. Je vais les échanger immédiatement. » Queen s'attarda à l'observer travailler. Son costume impeccable et son attitude sereine étaient censés rapprocher le personnel et les Hulberg, même si chacun savait parfaitement à qui il était fidèle. « La nouvelle œuvre qui arrive aujourd'hui vaut plus que toute cette aile, » dit-il d'un ton désinvolte. Un artiste russe que monsieur Hulberg a découvert dans une petite galerie pragoise. Ne vous approchez pas trop pendant le nettoyage. L'implication piquait, mais Romy hocha la tête. Je comprends. Des voix s'élevèrent du salon. Douglas Hulberg entra, sa présence imposante impossible à ignorer. À 64 ans, il avait toujours une silhouette impressionnante, grand, aux cheveux argentés, et rayonnant de l'aura d'un homme qui n'était pas familier avec le rejet. Et c'est ici que nous exposerons le volave, dit-il en désignant un mur nu. L'éclairage a été installé sur mesure pour mettre en valeur la texture. Ses yeux parcoururent la pièce et se posèrent brièvement sur Romy, qui essaya instinctivement de se fondre dans l'arrière-plan. Quelque chose le fit s'arrêter. « Toi, là. Tu es la nouvelle bonne, n'est-ce pas ? » « Ce n'est pas nouveau, monsieur. Je suis ici depuis 3 ans, répondit Romy doucement. 3 ans, dit-il, légèrement surpris. On ne savait pas si c'était dû à sa longévité ou à sa propre ignorance. Puis son regard se porta sur le piano à queue. « Est-ce que tu joues ?» La question la frappa comme une secousse. « Un peu, monsieur. » Un éclat de rire parcourut le groupe. Marissa éclata de rire. « Un peu ? C'est adorable, dit-elle. Peut-être qu'elle pourra nous divertir au gala. Papa, une petite présentation du personnel. » Douglas sourit, amusé. Pourquoi pas? Pour le plaisir. Dieu sait que ces événements auraient besoin d'un peu de légèreté. Romy s'est figée. Un souvenir m'est revenu à l'esprit, elle, à 10 ans, interprétant la lettre à Élise de Beethoven lors d'un récital pour jeunes, tandis que le public était captivé par le silence. Puis, un autre souvenir, bien plus douloureux. Sa mère, frêle dans un lit d'hôpital, murmurait « Promets-moi que tu continueras à jouer, Romina. Promets-le-moi. » Je suis, un peu rouillé, s'entendit dire Romy, sa voix distante et faible. Parfait, déclara Douglas. Plus c'est rouillé, mieux c'est. Ce sera charmant. Et comme ça, il est passé à autre chose. Romy resta plantée au sol, les mains tremblantes tandis qu'elle rassemblait ses produits de nettoyage. De retour dans la cuisine, Glatty la coinça. J'ai entendu ce qui s'est passé. Pourquoi as-tu dit oui? Je n'avais pas vraiment le choix, marmonna Romy en se lavant les mains. Tu as toujours le choix, ma fille. Tu aurais pu dire que tu ne jouais plus. Romy s'essuya lentement les mains. C'est bon, Glatty. Je vais jouer quelque chose de simple et j'en aurai fini. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas, dit Glatty en plissant les yeux. Il y a beaucoup de choses que je ne dis à personne, répondit Romy d'une voix lourde de tristesse. Mais merci de votre attention. Ce soir-là, de retour dans son petit appartement, Romy resta assise au bord de son lit, immobile, pendant un long moment. Finalement, elle a atteint en dessous et a sorti une valise en cuir fissuré. À l'intérieur se trouvaient des pages de partitions jaunies, des rubans décolorés et une vieille photo, Romy adolescente à côté d'un vieil homme noir assis au piano. Léonard, Léo, Tucker.
La légende du jazz qui avait vu le génie d'une fille maigre de Harlem alors que personne d'autre ne l'avait vue. Les mains tremblantes, elle déroula un clavier portable sur sa table de cuisine. Les touches étaient silencieuses, elle utilisait toujours des écouteurs pour éviter de déranger les voisins. Ses doigts hésitaient au début, incertains, raides. Puis, petit à petit, ils se souvinrent. Elle jouait en silence, dans la faible lueur de son appartement, récupérant ce qui lui appartenait autrefois. De l'autre côté de la ville, dans le manoir scintillant sur la colline, Marissa Hulberg riait avec ses amis. « Tu y crois ?» La bonne croit savoir jouer du piano. Elle rigolait, allongée sur son lit king size. Papa va la faire chanter au gala. Ce sera le clou de la soirée, pour de mauvaises raisons. C'est cruel, même pour toi, a commenté une amie, même si elle souriait aussi. Ce n'est pas cruel, c'est divertissant, se défendit Marissa. D'ailleurs, elle était d'accord. Personne ne l'y avait forcé. Entre-temps, Jacob Hulberg était revenu au domaine après des années de distanciation. Ses relations avec son père avaient toujours été tendues. Douglas espérait que ses enfants suivraient ses traces, tandis que Jacob avait choisi l'humanitaire plutôt que l'accumulation de richesses. Alors qu'il traversait les couloirs familiers, il remarqua Romy qui redressait tranquillement un tableau dans le couloir. « On s'est déjà rencontrés, dit-il. Tu es Juana, n'est-ce pas ?» Elle semblait surprise qu'il se souvienne de son nom. « Oui, monsieur. Tout le monde m'appelle Romy. »« Romy, répéta-t-il. C'est toi que mon père s'est porté volontaire pour interpréter au gala. » Elle hocha la tête, son expression réservée. « Besoin d'une partition ? Je peux vous aider à en trouver une. »« C'est très gentil, mais j'ai ce qu'il me faut, » répondit-elle, avant qu'il ne puisse en dire plus. Quinn est apparu avec un dossier à la main. « Monsieur Hulberg a mentionné que tu jouerais au gala, » dit-il à Romy en lui tendant le dossier. « Voici quelques morceaux simples qui pourraient convenir. Rien de trop difficile. » À l'intérieur se trouvaient des arrangements de niveau élémentaire, ceux que l'on donne aux enfants en première année d'école. Romy les accepta d'un hochement de tête poli, même si Jacob remarqua un léger pincement au coin de ses yeux. « Merci, monsieur Marshall. » Quinn hocha la tête et s'éloigna. Jacob regarda Romy plier soigneusement les draps et les placer dans sa poche. « Tu n'as pas l'intention de jouer à ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. L'expression de Romy resta neutre. « Je n'ai pas encore décidé, monsieur. »« Jacob, s'il te plaît. »« Appelle-moi Jacob. » Elle croisa brièvement son regard. « Je devrais retourner au travail, Jacob. » Alors qu'elle s'éloignait, Jacob ne pouvait se débarrasser du sentiment que Romina Carter était bien plus que ce que quiconque au domaine pensait. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Douglas Hulberg avait proposé à Romy de se produire à son gala de charité. Le poids de la représentation à venir pesait lourdement sur ses pensées tandis qu'elle pénétrait dans le sanctuaire silencieux de la bibliothèque publique du centre-ville. C'était son seul jour de congé de la semaine, et elle avait choisi de le consacrer à la recherche d'un objet précis. La section musicale de la bibliothèque était modeste mais bien entretenue. Romy parcourut du doigt les dos des recueils de partitions jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait, un recueil de pièces classiques qu'elle avait interprétées dans sa jeunesse. Elle a soigneusement photocopié plusieurs sélections, ses mouvements étant méthodiques et précis alors qu'elle rassemblait ses copies. Un homme d'une 40aine d'années, au regard intelligent et à l'expression pensive, s'approcha de la même section. Il prit un livre sur les compositeurs contemporains. Alors que Romy rassemblait ses affaires, dans sa hâte, elle a laissé tomber plusieurs papiers, dont un imprimé des archives numériques de la bibliothèque. « Laisse-moi t'aider », proposa l'homme en se penchant pour récupérer les pages éparpillées. Son regard s'est arrêté sur une feuille en particulier, un programme d'un concert jeunesse au Carnegie Hall 15 ans plus tôt. Le nom de Juana Carter y était mis en évidence parmi les artistes. « Merci », dit Romy en lui prenant rapidement les papiers. L'homme étudia son visage avec une reconnaissance croissante. « Êtes-vous Juana Carter ?» Elle se tendit visiblement. « C'est pour un projet scolaire. » Pour ma nièce, elle a menti. Les mots sont sortis trop vite. « Je suis Elliot Meyer », a-t-il dit. « J'étais à ce concert. Vous avez joué le prélude en sol mineur de Rachmaninoff. C'était extraordinaire. » L'expression de Romy resta neutre, bien que ses jointures blanchissent alors qu'elle serrait plus fort ses papiers. « Vous devez vous tromper. Excusez-moi, je dois y aller. » Alors qu'elle s'éloignait en courant,
Elliot la regardait avec un mélange de curiosité et d'incrédulité. Il était alors critique musical débutant, au tout début de sa carrière. Mais cette performance lui était restée en mémoire, une jeune fille noire jouant avec une telle maturité émotionnelle que le public en était resté bouche bée. Puis elle avait complètement disparu du monde de la musique. De retour au domaine Hulberg, la vie continuait comme d'habitude, même si Romy se surprenait à s'attarder près du piano à queue dès que possible. Un soir, alors que la plupart des membres de la maisonnée étaient déjà couchés, elle se glissa dans la grande salle. L'espace était silencieux, éclairé seulement par le clair de lune qui filtrait à travers les hautes fenêtres. Romy était assise au piano, les doigts caressant les touches. Elle hésita un instant, puis se mit à jouer doucement au début, une mélodie simple. Mais peu à peu, son véritable talent apparut. Ses mains se déplaçaient avec une précision experte, tirant de l'instrument un nocturne d'une beauté envoûtante. Elle était tellement absorbée par la musique qu'elle ne remarqua pas Jacob debout dans l'embrasure de la porte, figé. Ce n'est qu'après avoir terminé qu'elle sentit sa présence et se leva brusquement, manquant de renverser le banc. « C'était magnifique, dit-il doucement. J'essayais juste le piano, balbutia-t-elle. Je m'assurais qu'il était accordé pour le gala. Ce n'était pas un petit jeu de piano, Romy. C'était magistral. Elle secoua la tête. Je ne sais pas ce que je faisais. Ça faisait longtemps. Avant qu'il ne puisse insister davantage, elle se glissa devant lui et disparut dans le couloir, laissant Jacob perplexe et intrigué. Le lendemain matin, la curiosité le poussa vers son ordinateur portable. Il chercha Rhoda Carter, pianiste, mais ne trouva rien au début. Puis il essaya des variations, Romy Carter, prodige de la musique, jeune pianiste noire, Romina. Finalement, enfoui dans les résultats, un article datant d'il y a 15 ans a attiré son attention. Un prodige noir en pleine ascension disparaît après une tragédie. L'article racontait comment une jeune pianiste prometteuse, Rhoda Carter, qui avait bénéficié du mentorat de la légende du jazz Leonard Tucker, s'était brusquement retirée du monde de la musique après le décès de sa mère. L'article comportait une photo granuleuse d'une adolescente au regard solennel. Sans aucun doute, une version plus jeune de la femme qui nettoyait désormais la maison de son père. Jacob s'est assis, abasourdi. Comment une personne dotée d'un talent aussi extraordinaire avait-elle pu devenir domestique? Et pourquoi avait-elle caché son don si longtemps? Pendant ce temps, Douglas continuait ses préparatifs pour le gala, mentionnant occasionnellement les divertissements du personnel aux invités et aux collègues. Nous sommes très progressistes ici, a-t-il déclaré à un groupe de donateurs potentiels lors d'un petit déjeuner. Même notre personnel d'entretien est performant. Cela témoigne de notre engagement en faveur de l'inclusion culturelle. Les donateurs hochèrent la tête avec appréciation, ignorant la profondeur de l'ignorance dans ses paroles. Dans la cuisine, Glatty préparait le déjeuner lorsqu'elle entendit Romy fredonner une mélodie complexe pendant qu'elle arrangeait des fleurs. « C'est Midnight in Harlem de Leo Tucker », dit soudain Glatty. « Mon mari écoutait ces disques tous les dimanches. » La main de Romy s'immobilisa. « Vous connaissez la musique de Léo ?»« Tous ceux qui apprécient le vrai jazz connaissent Leo Tucker », répondit Glatty. « Comment le sais-tu » Romy hésita. « Je l'ai entendu une fois il y a longtemps. » Les yeux de Glatty se plissèrent, mais elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle dit, « Quoi que tu caches, ma fille, ça te pèse. Certains fardeaux ne sont pas faits pour être portés seuls. » Cet après-midi-là, alors que Romy polissait de l'argenterie dans la salle à manger, ses pensées revinrent à son entraînement avec Léo. Elle avait 13 ans, assise à côté de lui devant son vieux piano droit, dans un centre communautaire de Harlem. Ses doigts, noueux à cause de l'arthrite mais toujours agiles, démontraient une progression jazz complexe. Le classique est la base, mais le jazz est l'âme, lui a-t-il dit. Il faut les deux pour raconter son histoire. Le souvenir était si vif qu'elle n'a pas remarqué que Marissa entrait dans la pièce avec plusieurs amis. Et c'est ici que nous placerons les Whitmore, disait Marissa. Ils amènent Julian Kent avec eux. Vous savez, le critique musical qui a démoli le nouveau chef d'orchestre du New York Philharmonic dans sa critique du mois dernier. Un de ses amis Harry. Est-ce lui qui a écrit que la performance avait toute la profondeur émotionnelle d'une piscine pour chats? Exactement pareil, confirma Marissa. Je lui ai dit qu'on avait prévu un spectacle spécial. Notre femme de chambre jouera du piano. Elle jeta un regard à Romy avec une malice à peine dissimulée. Cela devrait lui donner quelque chose d'amusant sur lequel écrire.
Romy gardait une expression impassible tandis qu'elle continuait à polir, même si son estomac se serrait d'anxiété. Un critique professionnel serait présent dans le public. Plus tard dans la journée, Romy fut surprise de voir Elliott Meyer au domaine, discutant avec Quinn dans le hall. Monsieur Meyer participera aux relations publiques du gala, a expliqué Quinn en la remarquant. Il rédige un article pour le bulletin de la fondation. Elliott sourit à Romy. J'ai hâte d'entendre tout le monde se produire lors de l'événement. Son regard s'illumina d'une question qui mit Romy mal à l'aise. Elle hocha poliment la tête et continua son travail, consciente qu'Elliott l'observait de loin tout l'après-midi. À la tombée de la nuit, Jacob trouva Romy seule dans la bibliothèque, en train d'épousseter les étagères. Il faut qu'on parle, dit-il doucement en fermant la porte derrière lui. Tu n'es pas celui que tu prétends être. Les mains de Romy se figèrent. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Romina Carter. Prodige du piano. Protégé de Leonard Tucker, dit Jacob. C'est qui tu es. Pourquoi te caches-tu? Ses épaules s'affaissèrent légèrement. S'il te plaît, ne le dis à personne, murmura-t-elle. Pourquoi garderais-tu ce secret? Ton talent est extraordinaire. Romy posa son manteau et s'assit lourdement sur l'une des chaises de la bibliothèque. J'ai arrêté de jouer après la mort de ma mère. Elle avait un cancer et n'avait pas d'assurance. J'avais 17 ans, j'essayais de payer mes factures médicales et les frais funéraires. Mon père est parti quand j'avais 12 ans. Il n'a pas supporté sa maladie. Mais ta musique? Ma musique est morte avec elle, interrompit Romy. Elle était ma raison de jouer. Après son départ, je n'en ai plus trouvé le but. Et puis la vie est arrivée. Les factures. La survie. Jacob s'assit en face d'elle. Mais maintenant tu as une chance de jouer à nouveau. Pour plaisanter, dit Romy d'un ton amer. Un divertissement pour les riches qui veulent rire de leurs domestiques. Alors montre-leur qui tu es vraiment, insista Jacob. Tu te dois d'être à nouveau vu. Romy secoua la tête. Je ne sais pas si je peux. Leur conversation fut interrompue par la voix de Douglas qui résonnait dans le couloir. Ils se séparèrent rapidement, Romy retourna à son époussetage tandis que Jacob faisait semblant d'examiner un livre. Douglas entra, haussant un sourcil à la présence de son fils. Jacob, je ne m'attendais pas à te trouver ici. Son regard se porta sur Romy. Ah, notre pianiste. As-tu décidé ce que tu vas jouer pour nous? Romy hésita. Sonate de Mozart en do majeur, monsieur. Premier mouvement. Douglas hocha la tête, visiblement peu impressionné. Ça me semble approprié. Limitez-vous à 5 minutes, s'il vous plaît. Des musiciens professionnels joueront ensuite. Après son départ, Jacob regarda Romy, les sourcils levés. Mozart? Vraiment? Un petit sourire de défi traversa ses lèvres. C'est ce qu'il s'attend à entendre. Le lendemain, Elliott était assis dans sa voiture à l'extérieur du domaine, envoyant un email depuis son téléphone à tucker@jazzlegacy.org. Sujet, enquête auprès d'anciens étudiants. Monsieur Tucker, j'espère que ce message vous parvient bien. Je fais des recherches pour un article sur l'éducation musicale et je voulais savoir si vous aviez déjà enseigné à une jeune pianiste nommée Romina Carter il y a une quinzaine d'années. Je crois l'avoir entendue jouer une fois et j'ai été très impressionné. Toute information serait la bienvenue. Salutations. Elliott Meyer. Critique musicale, The Metropolitan Review. À l'intérieur de la maison, Romy trouva un rare moment de solitude dans la salle de musique. Elle s'assit au piano et commença à jouer ni du Mozart, ni du Chopin, mais quelque chose de complètement différent. Une œuvre de sa composition, qu'elle avait commencée avant la maladie de sa mère et qu'elle n'avait jamais terminée. C'était brut, émotionnel, mélangeant structure classique et influence jazz, qui lui était propre. Elle ne vit pas Elliott debout derrière un pilier dans le couloir, à l'écouter. Elle ne vit pas les larmes lui monter aux yeux lorsqu'il reconnut le talent extraordinaire qui avait été réduit au silence pendant 15 ans. Et elle ne l'entendit pas murmurer. C'est elle. C'est vraiment elle. Tandis que la lumière matinale filtrait à travers les fenêtres du domaine, Romy accomplissait sa routine de ménage avec une efficacité éprouvée. Mais son esprit était ailleurs. Le gala n'était que dans 3 jours, et elle sentait la pression monter d'heure en heure. Elle commença à éviter tout le monde, à faire profil bas, ne se faufilant dans les pièces que lorsqu'elles étaient vides.
Tandis qu'elle époussetait la bibliothèque ancienne du bureau de Douglas, elle se raidit en voyant quelqu'un entrer. Elle s'attendait à voir Quinn avec une liste d'exigences ou Marissa avec une remarque cinglante. Au lieu de cela, elle se tourna et trouva Elliot Meyer dans l'embrasure de la porte. « J'ai essayé de te voir seul à seul, dit-il doucement. Romy se redressa, serrant son manteau comme un bouclier. « Monsieur Meyer, je travaille. »« Je ne suis pas ici en tant que journaliste, dit-il en s'approchant. Sa voix était douce. « Je suis ici en tant que quelqu'un qui, assis au Carnegie Hall il y a 15 ans, a été ému aux larmes par une fille de 13 ans jouant Rachmaninoff. S'il te plaît. » « Je ne peux pas faire ça maintenant, » murmura Romy en jetant un regard nerveux vers la porte. « Je me suis demandé pendant des années ce qui était arrivé à cette prodige, » a poursuivi Elliot. « Pourquoi a-t-elle disparu alors qu'elle était clairement destinée à la grandeur? »« La vie est arrivée, » répondit Romy d'un ton neutre. « Des gens disparaissent chaque jour. »« Pas des gens avec ton don, » dit-il doucement. « Il y a 2 soirs, je t'ai entendu jouer ta propre composition. Tu m'as ému, comme il y a 15 ans. » Le sang-froid de Romy vacilla. « Je ne suis pas prête à redevenir cette personne, » a-t-elle admis d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne sais pas si je le serai un jour. » Elliot hocha lentement la tête. « Parfois, il suffit d'un instant. D'une performance. Pour retrouver son chemin. » Il a posé une carte de visite sur le bureau. « Quand vous serez prêt à raconter votre histoire, je serai honoré de vous écouter. » En partant, Romy empocha la carte avec des doigts tremblants. Dehors, dans le couloir, Marissa observa l'échange avec les yeux plissés, la suspicion grandissant. Tout au long de la journée, Romy se sentait de plus en plus nerveuse. Pendant sa pause déjeuner, elle se surprit à griffonner des notes de musique sur une serviette en papier ou une vieille habitude de jeunesse, ressuscitée comme par magie. La musique coulait sans effort. Des fragments de mélodie et d'harmonie jaillissaient de son esprit, trop longtemps refoulés. Le soir, elle avait rempli tickets de caisse et serviettes de ses compositions. C'était comme si un barrage en elle avait enfin cédé. Le lendemain matin, Quinn s'approcha d'elle avec une expression inhabituellement sérieuse. « Mademoiselle Carter, Monsieur Alberg souhaite une confirmation de votre pièce pour le gala. » Romy leva les yeux de son travail de polissage de l'argenterie. « Je lui ai dit, la sonate en do majeur de Mozart. »« Oui, enfin, il veut être sûr que ce soit approprié, » dit Quinn d'un ton sec. « Et soyez bref. Vous êtes en quelque sorte une mise en jambe pour les vrais musiciens. » Le commentaire a piqué, mais Romy a gardé son sang-froid. « Je comprends ma place, Monsieur Marshall. » Quinn semblait satisfait. Mais en se retournant pour partir, il ajouta. « Oh, et il y a eu un changement dans le programme. Vous jouerez désormais entre Nathalie Brox et Richard Winters. » L'estomac de Romy se serra. Nathalie Brox était une étoile montante du piano qui venait de se produire avec l'Orchestre Philharmonique de New York. Richard Winters était un compositeur et pianiste lauréat d'un Grammy. Elle serait prise en sandwich entre 2 géants, ses moindres défauts étant exposés au grand jour. « Est-ce que ça va poser problème ?» demanda Quinn, remarquant son silence. « Non », répondit Romy doucement. « Aucun problème. » Plus tard dans l'après-midi, alors que Romy disposait des fleurs dans la grande salle où le gala aurait lieu, Jacob la trouva. « J'ai entendu dire que mon père avait réorganisé le programme, » a-t-il déclaré. Romy n'a pas levé les yeux. « Les nouvelles voyagent vite. »« C'est un jeu de pouvoir, » dit Jacob. « Il essaie de te faire paraître pire en comparaison. »« Je suis consciente de ce qu'il fait, » dit-elle d'une voix tendue. Jacob hésita. « J'ai invité quelqu'un qui pourrait vouloir vous entendre jouer. » Elle leva les yeux interrogateurs. « Je ne peux pas dire qui, » a-t-il ajouté, « mais je pense que cela pourrait vous donner de la force de savoir qu'ils seront là. » Alors qu'il s'éloignait, Romy se demanda qui cela pouvait être. Ses pensées furent interrompues par le rire de Marissa provenant de la pièce voisine. Ce soir-là, Romy retourna dans son petit appartement et étala ses compositions sur la table de la cuisine. Elle avait pris une décision. Elle jouerait sa propre musique lors du gala. Une pièce qui parlait de son voyage, de son chagrin, de son silence et, peut-être, de son retour. C'était un risque. Mais jouer Mozart, prétendre être moins qu'elle n'était, lui semblait une trahison encore plus grande. Elle travaillait tard dans la nuit, peaufinant chaque note. Pour la première fois depuis des années, elle se perdait dans la création.
Lorsqu'elle s'endormait enfin, ses rêves étaient emplis de musique. Mais le lendemain matin, lorsqu'elle arrive au domaine Albergue, ses compositions ont disparu de son casier. La panique lui serrait la poitrine. Elle chercha frénétiquement, vérifiant chaque étagère, chaque coin. Ils étaient partis. Vous cherchiez quelque chose? Marissa se tenait sur le pas de la porte, un sourire suffisant aux lèvres. Ma partition, dit Romy en essayant de garder son calme. Elle était dans mon casier. Oh, c'est étrange, dit Marissa d'un ton léger en inspectant sa manucure. Peut-être qu'un membre du personnel de nettoyage l'a jetée par erreur. Tu devrais vraiment faire plus attention à tes affaires. Tandis que Marissa s'éloignait, Romy comprit que ce n'était pas un accident, mais un sabotage. Pendant les heures qui suivirent, elle accomplit ses tâches dans un brouillard de détresse. Sans sa musique, elle devrait se rabattre sur Mozart. Exactement ce que Douglas désirait, une servante jouant des morceaux classiques pour le plaisir de l'élite. Pendant sa pause déjeuner, Glatty la trouva assise seule dans la salle du personnel, regardant fixement un sandwich intact. « On dirait que tu as perdu ta meilleure amie », dit Glatty en s'asseyant à côté d'elle. « Ma musique », murmura Romy. « Mes compositions. Elles ont disparu. » L'expression de Glatty s'assombrit. « Parti comment ? » ?»« Volé. Dans mon casier. »« Je travaille ici depuis 20 ans, » dit lentement Glatty. « J'ai vu comment ces gens opèrent. S'il manque quelque chose, il y a généralement une raison, et un coupable. » Elle se leva résolument. « Finis ton déjeuner. Je vais enquêter un peu. » 1 heure plus tard, alors que Romy nettoyait les vitres de la bibliothèque, Glatty s'approcha discrètement. « Vérifie la poubelle de la cuisine, » murmura-t-elle. « Celle près de la sortie de service. J'ai vu Marissa se diriger dans cette direction tout à l'heure, l'air ravi. » Romy s'est éclipsée et a fouillé la poubelle. Enterrée sous du marc de café et des écorces de fruits, elle a retrouvé ses compositions déchirées. Froissées. Tachées. Mais récupérables. Alors qu'elle retirait soigneusement chaque feuille, luttant contre les larmes de soulagement, Elliot apparut dans l'embrasure de la porte. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il en observant la scène. « Quelqu'un a essayé de s'assurer que je ne puisse pas jouer ma propre musique », a déclaré Romy en lissant une page froissée. Elliot a sorti son téléphone. « J'ai pris des photos », a-t-il admis. « Le jour où je t'ai entendu jouer. J'espère que ça ne te dérange pas, j'ai vu que ce que tu créais était spécial. » Il lui montra l'écran, des images nettes de ses compositions. Des pages qu'elle croyait perdues à jamais. « Je peux vous les imprimer », proposa-t-il. C'est mieux que d'essayer de recoller les originaux. Pour la première fois depuis qu'elle avait accepté de se produire, Romy a ressenti une étincelle d'espoir. « Merci », murmura-t-elle. Ce soir-là, alors que le personnel préparait la grande salle pour le gala, Jacob s'approcha de Romy avec une nouvelle qui la figea sur place. « C'est confirmé », dit Jacob doucement. « Léo Tucker, il vient demain soir. » Romy a failli laisser tomber le vase qu'elle tenait. « Léo ? Mais comment ? Pourquoi ? Je l'ai retrouvé grâce à mes travaux de fondation, expliqua Jacob. Il est en fauteuil roulant maintenant, mais son esprit est toujours aussi vif. Quand j'ai mentionné ton nom, il a insisté pour venir. Je ne l'ai pas vu depuis 15 ans, murmura Romy, la panique montant dans sa voix. Il ne m'a pas entendu jouer depuis mon adolescence. N'est-ce pas une raison de plus pour lui montrer que tu as grandi, demanda doucement Jacob. Romy secoua la tête, bouleversée. Et si je le décevais ? Avant que Jacob ne puisse répondre, Quinn l'appela, laissant Romy seule avec ses pensées. Léo Tucker. Son mentor. L'homme qui avait vu son potentiel alors que personne d'autre ne l'avait vu. Il serait dans le public demain soir. La pression était presque insupportable. Plus tard dans la soirée, une fois tout le monde rentré chez soi, Romy retourna au domaine. Munie de sa clé de bâton, elle se glissa dans le grand hall et s'assit au piano. La pièce était vide, éclairée uniquement par le clair de lune. Elle a commencé à jouer sa composition, mettant dans la musique toute sa peur, son espoir et son talent longtemps réprimés. Elle était tellement absorbée qu'elle n'a pas remarqué la silhouette dans le fauteuil roulant, discrètement admise par Jacob par une porte latérale. Ce n'est qu'une fois qu'elle eut terminé, les dernières notes restant dans l'air comme une question, qu'elle entendit une voix familière. « Tu as grandi, petit oiseau. » Romy se retourna.
Son cœur s'arrêta à la vue de Léo Tucker au plus âgé, plus frêle, mais avec le même regard perçant qui avait toujours su la pénétrer profondément. « Léo » murmura-t-elle en se levant du banc. « Tu pensais que je ne reconnaîtrais pas ta musique » demanda-t-il, sa voix rauque, mais toujours aussi chaleureuse. Même après toutes ces années, elle s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, les larmes coulant sur ses joues, et prit ses mains burinées dans les siennes. « J'ai arrêté de jouer » a-t-elle avoué. « Après la mort de maman, j'ai rompu la promesse que je lui avais faite. » Les doigts de Léo se resserrèrent doucement autour des siens. « La musique ne nous quitte jamais, mon enfant. Elle attend juste qu'on retrouve son chemin. » Ils ont parlé tard dans la nuit, Romy racontait l'histoire de ces années de silence et Léo écoutait avec la même attention patiente qu'il avait autrefois montrée pendant leur cours. À l'aube, Léo dit « Joue-moi encore une fois. Le morceau que tu interpréteras ce soir. » Et ainsi, alors que la première lumière du matin filtrait à travers les fenêtres, Romy joua sa composition pour l'homme qui lui avait appris que la musique était plus que des notes, c'était le langage de son âme. À leur insu, Elliot se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant les retrouvailles avec les larmes aux yeux. Alors que Romy avait fini de jouer, il s'avança. « Monsieur Alberg, dit-il à Douglas, qui venait d'arriver pour une réunion matinale, cette femme de chambre dont vous plaisantez? C'est elle qui a fait cette œuvre qui vous a fait pleurer. » Douglas fixa Romy, puis Léo. La confusion laissa place aux premières lueurs de compréhension. La soirée du gala est arrivée dans un tourbillon d'activités. Le domaine de Alberg s'était transformé en une vitrine étincelante de richesse et de luxe. Des lustres en cristal projettent une lueur chaleureuse sur la grande salle, où des tables rondes drapées de nappes blanches immaculées entouraient une petite scène. En son centre se dressait le magnifique piano à queue Steinway, sa surface polie reflétant la lumière comme un miroir noir. Le champagne coulait à flot tandis que Douglas Hulberg se déplaçait parmi ses invités, acceptant les compliments sur le lieu magnifique et faisant allusion au divertissement spécial de la soirée. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin, offrant une musique de fond élégante tandis que les serveurs et les collègues de Romy circulaient avec des plateaux de canapé. Dans une petite pièce à côté de la cuisine, Romy était assise seule, vêtue non pas de son uniforme habituel de femme de chambre mais d'une simple robe noire empruntée à Glaty. Ses mains reposaient sur ses genoux, parfaitement immobiles, tandis qu'elle se concentrait sur sa respiration. Les compositions qu'Elliot avait imprimées pour elle se trouvaient à proximité, sur une table, même si elle n'en avait pas besoin. La musique était gravée dans son cœur. Un léger coup perturba sa concentration. Jacob entra, son expression était un mélange d'inquiétude et d'excitation. « Tout le monde est assis, dit-il. Êtes-vous prêt ?» Romy hocha la tête, n'ayant pas confiance en elle pour parler. Léo est en place, poursuivit Jacob, au premier rang, juste à droite de la scène. Et Elliot a amené quelqu'un, un critique du New York Symphony Review. Un autre critique, demanda Romy d'une voix à peine audible. Celui-là est différent, lui assura Jacob. Il est là parce qu'Elliot lui a raconté ton histoire. Dans la grande salle, Marissa Alberg était dans son élément, affichant ses relations sociales à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Elle portait une robe de créateur qui coûtait plus cher que le salaire annuel de Romy, ses cheveux blonds étaient coiffés en un chignon élégant. Julien va écrire sur les représentations de ce soir pour sa chronique, dit-elle à un groupe d'amis admiratifs, désignant un homme mince et sérieux assis à proximité. Je lui ai dit de s'attendre à quelque chose d'inhabituel de la part de notre rédaction. Julian Kent, critique musical pour le Revue des Arts Métropolitains, hocha la tête distraitement, l'air déjà ennuyé. Il avait détruit la carrière de musicien prometteur avec ses critiques acerbes et considérait clairement cet événement caritatif comme indigne de lui. À côté de lui était assise la critique qu'Elliot avait invitée, une femme d'une soixantaine d'années au regard perçant et à l'air d'autorité tranquille. Elle s'est penchée pour parler avec Léo Tucker, assis dans son fauteuil roulant au bout de la première rangée. « C'est vraiment elle, Léo ?» demanda-t-elle doucement. Les yeux aveugles de Léo se plissèrent au coin. « Attends et tu verras, Béatrice. Attends et tu verras. » Les lumières se sont atténuées. Douglas est monté sur scène sous des applaudissements enthousiastes. Il a accueilli ses invités avec un charme maîtrisé, mettant en avant les œuvres caritatives qui bénéficieraient des dons de la soirée. Puis, avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, il annonça la première représentation. Chez Hulberg Enterprises, nous croyons au talent caché de chacun de nos collaborateurs, dit-il d'une voix douce. Ce soir, nous avons un cadeau spécial. Une employée de maison s'est portée volontaire pour partager ses talents musicaux avec nous. Accueillez Romina Carter.
Quelques applaudissements polis ont suivi lorsque Romy est montée sur scène. Certains invités ont échangé des regards, visiblement surpris par la programmation inhabituelle. D'autres souriaient avec indulgence, amusés par la nouveauté qu'une femme de chambre se produise lors d'un événement aussi prestigieux. Romy prit place au piano, son expression sereine malgré le trouble intérieur. Elle ajusta le banc, posa ses mains sur les touches et prit une profonde inspiration. Pendant un moment, elle hésita. Elle pouvait encore jouer le morceau de Mozart sans risque, avec exactitude, sans surprise. Personne ne saurait de quoi elle était vraiment capable. Elle pourrait rester invisible, comme elle l'avait été pendant des années. Puis ses yeux trouvèrent Léo au premier rang. Même s'il ne pouvait pas la voir, sa présence lui donnait de la force. À côté de lui, Jacob hocha la tête d'un air encourageant. Romy a commencé à jouer. Les premières notes étaient douces, hésitantes, reflétant son incertitude. Une mélodie simple en mineur évoquait la perte et le désir. Le public s'agitait avec agitation. Certains invités commençaient déjà à perdre leur intérêt, pensant qu'il s'agissait d'un spectacle amateur. Mais ensuite la musique a commencé à changer. La mélodie s'approfondit. Sa main gauche introduisit un contrepoint, s'entrelaçant avec la droite dans une danse complexe. Son toucher devint plus confiant. La dynamique est passée du pianissimo à un crescendo audacieux. L'agitation du public s'est calmée. Les conversations se sont tues au milieu des phrases. Tous les regards se tournèrent vers la femme au piano, témoin d'une transformation aussi puissante que la musique elle-même. La composition de Romy s'est transformée en quelque chose d'extraordinaire. Une pièce qui défie toute catégorisation facile, une structure classique tissée d'harmonie jazz, une profondeur émotionnelle assortie d'une brillance technique. C'était l'histoire de sa vie, racontée en musique. Ses premiers vœux. La perte dévastatrice de sa mère. Les années de silence. Et maintenant, ce moment de renaissance. Au premier rang, les yeux de Léo étaient fermés, des larmes coulaient sur ses joues burinées. À côté de lui, la critique Béatrice était assise parfaitement immobile, son expression remplie d'émerveillement. Marissa regardait, figée sur son siège, son plan de moquerie se dissolvant alors que la vérité du talent de Romy devenait indéniable. Julian Kent avait posé son champagne. Son ennui habituel a été remplacé par une réelle attention alors que la musique atteignait son apogée. Les mains de Romy volaient sur le clavier, chaque note vivante avec urgence et grâce. L'émotion dans la salle était palpable. Certains invités pleuraient ouvertement. D'autres restaient assis, stupéfaits, incapables de concilier une musique aussi profonde avec la femme qu'ils avaient congédiée. Le passage final revient au thème d'ouverture, désormais dans une tonalité majeure, transformé, résolu et plein d'espoir. Les dernières notes flottaient dans l'air, délicates comme un souffle, puis se dissolvaient dans le silence. Pendant un instant, personne ne bougea. Personne n'osa respirer. Puis, lentement, Léo Tucker leva les mains et commença à applaudir. Jacob le rejoignit, puis Elliot, puis Béatrice. Un par un, les invités se sont levés, les applaudissements se transformant en une ovation tonitruante. Romy était assise immobile au piano, bouleversée. Elle s'attendait au mieux à des applaudissements polis, au pire à des moqueries. Mais pas ça. Ni reconnaissance, ni validation. Seul Douglas resta assis, son expression était un nœud emmêlé de choc, d'embarras et de prise de conscience naissante. Il avait invité Romy à se produire pour plaisanter, un moment d'amusement aux dépens de quelqu'un qu'il considérait comme inférieur à lui. Alors que ses invités la couvraient d'éloges, il est resté figé, confronté au poids de sa propre arrogance. Finalement, il se leva et s'approcha de la scène. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le tonnerre d'applaudissements. Avant que Romy ne puisse répondre, Elliot s'avança. « C'est le génie dont vous avez tous ri » a-t-il lancé, suffisamment fort pour que les invités à proximité l'entendent. Rhoana Carter était autrefois considérée comme l'une des pianistes les plus prometteuses de sa génération, jusqu'à ce qu'un drame la force à quitter la scène. Les applaudissements se sont transformés en murmures tandis que les invités s'efforçaient d'entendre. Puis, un homme à l'allure distinguée s'est dirigé vers l'avant de la salle, William Reynolds, directeur du prestigieux Curtis Institute of Music. « Mademoiselle Carter, dit-il, sa voix résonnant dans le silence de la salle, je serais honoré si vous envisagiez de postuler à notre bourse de composition avancée. Votre talent est extraordinaire. » Des halètements parcoururent la foule. Marissa, le visage rouge d'humiliation,
repoussa sa chaise et sortit en trombe, ses amis lançant des regards inquiets tandis qu'ils la suivaient. Romy se leva du banc du piano et s'inclina d'un seul geste gracieux. Elle n'a rien dit. Aucun mot ne pouvait rendre justice à ce qui venait de se passer. Elle quitta la scène en silence, se glissant par une porte latérale. Dans une petite antichambre, elle s'appuya contre le mur, les mains tremblantes maintenant que la représentation était terminée. Des années d'émotions réprimées l'ont envahi, le chagrin pour sa mère, la douleur d'avoir abandonné son rêve, la solitude de son exil auto-imposé de la musique. Mais au fond de tout cela, quelque chose de nouveau a fleuri, le soulagement. Le fardeau de se cacher, de faire semblant d'être moins que ce qu'elle était, s'était enfin levé. Jacob la retrouva quelques minutes plus tard. « Tout le monde te réclame, dit-il doucement. Tu as fait sensation. » Romy secoua la tête. « J'ai besoin d'un instant. » Bien sûr, acquiesça Jacob, puis il ajouta doucement, Léo est submergé par la fierté. Il n'arrête pas de répéter que tu étais son élève. Un léger sourire éclaira le visage de Romy. Je n'aurais jamais pensé rejouer pour lui. Tu n'as pas seulement joué, dit Jacob. Tu as créé quelque chose de magnifique, quelque chose de vrai. De retour dans la salle principale, le gala a repris, mais l'ambiance avait changé. Nathalie Brox, qui a suivi la performance de Romy, a joué parfaitement, mais n'a reçu que des applaudissements polis. Les invités sont restés préoccupés, réfléchissant à ce dont ils avaient été témoins, non seulement un talent inattendu, mais aussi un rappel humiliant de la facilité avec laquelle ils rejetaient ceux qu'ils considéraient comme insignifiants. Douglas Hulberg se déplaçait dans la foule avec un sourire figé, répondant aux questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Depuis combien de temps travaillait-elle pour lui? Connaissait-il ses origines? Pourquoi une personne de son calibre travaillait-elle comme femme de ménage? Chaque question le frappait plus profondément, lui rappelant à quel point il avait été aveugle. Alors que la soirée touchait à sa fin, Romy est revenu dire au revoir à Léo. Ils parlaient tranquillement dans un coin, leur échange privé au milieu des invités qui partaient. « Tu as finalement tenu ta promesse », dit Léo en lui serrant doucement la main. « Tu as continué à jouer dans ton cœur, là où ça compte le plus. » « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, » a admis Romy. « C'est là toute la beauté de la chose, » répondit Léo. « Pour la première fois en 15 ans, ton avenir n'est pas encore écrit. » Le lendemain matin, alors que Romy arrivait pour son travail sans savoir si elle avait encore un emploi où elle trouva une note manuscrite dans son casier. « Ne te cache plus jamais. Léo. » Elle glissa la note dans sa poche comme un talisman. Quoi qu'il arrive, elle porterait ces mots. Ce matin-là, Romy fut réveillée en sursaut par le bourdonnement de son téléphone. Les yeux embrumés, elle tendit la main vers lui, s'attendant à un message de Jacob ou de Glatty. Au lieu de cela, elle a vu 17 appels manqués, des dizaines de SMS et des notifications de comptes de réseaux sociaux qu'elle utilisait à peine. « Mais qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Elle s'assit dans son lit et ouvrit un message d'Elliot. Vérifiez YouTube. Quelqu'un avait filmé sa performance. C'était partout. Les doigts tremblants, elle tapa « pianiste de chambre Alberg » dans la barre de recherche. Le meilleur résultat. Une femme de chambre éblouit les millionnaires avec un chef-d'œuvre émouvant, plus de 300 000 vues en seulement 6 heures. Elle appuya sur lecture et se regarda au piano, perdue dans la musique. La caméra s'est parfois arrêtée sur des visages étonnés dans le public. Dans la section commentaires. Qui est-elle? Je suis en larmes. Voilà à quoi ressemble le talent brut. La façon dont ces gens riches regardaient ça faisait trembler. Quelqu'un peut-il obtenir un contrat d'enregistrement pour cette femme maintenant? Romy a posé son téléphone, bouleversée. Son sanctuaire d'anonymat avait disparu. La vie tranquille qu'elle avait soigneusement construite pendant 15 ans s'était effondrée en une seule nuit. Puis la sonnette. Elle regarda à travers le judas. Une femme avec un micro. Un caméraman derrière elle. La presse. Déjà. Elle s'éloigna de la porte, le cœur battant. C'était ce qu'elle craignait le plus, l'exposition, l'examen, les attentes. Son téléphone a encore vibré. « Jacob, ça va? Je peux venir te chercher si tu as besoin d'échapper aux journalistes. » Romy a répondu, « Comment ont-ils trouvé mon adresse? » Jacob, Marissa. Elle est furieuse. Elle essaie de contrôler le récit. Pendant ce temps, au domaine de Hulberg, Douglas était en pleine crise. Il arpentait son bureau lambrissé,
entouré de son équipe de relations publiques. La vidéo avait fait la une des journaux locaux et explosé sur les réseaux sociaux. #MadeMozart était à la mode même si Romy n'avait même pas joué du Mozart. C'est un cauchemar en termes de relations publiques, marmonna Douglas. J'ai l'air d'un élitiste qui s'est moqué d'une brillante artiste noire, et qui l'a obligée à nettoyer mes toilettes. C'est exactement ce qui s'est passé, murmura Quinn depuis le coin. Douglas lui lança un regard noir. La question est, comment présenter cela? Il faut me présenter comme son découvreur, son mécène. Une jeune associée en relations publiques s'est éclaircie la gorge. Sauf votre respect, monsieur Hulberg, cela pourrait avoir de graves conséquences. Les réseaux sociaux décortiquent déjà les rapports de force. Si vous tentez de vous attribuer le mérite de son talent, ce sera perçu comme de l'exploitation. Douglas s'effondra dans son fauteuil en cuir, visiblement secoué. Pour la première fois, il était confronté à une crise que l'argent ne pouvait pas résoudre. De l'autre côté du couloir, Marissa était en train de contrôler les dégâts, arpentant sa chambre, le téléphone collé à son oreille. Oui, je sais ce que j'ai dit dans le podcast, siffla-t-elle. Mais il faut couper cette partie avant la diffusion. Je n'ai jamais dit que j'avais découvert son talent. J'ai dit qu'on lui avait donné sa chance. Une pause. Comment ça, c'est déjà publié? Retirez-le. Ma réputation est en jeu. Mais c'était trop tard. Des extraits de l'interview de Marissa ont circulé en ligne, juxtaposés à des images d'elle souriant lorsque Romy est montée sur scène. La réaction a été rapide. #Marissa Hulberg menteuse a commencé à être tendance aux côtés de #MadeMozart. Pour Romy, la journée s'est déroulée dans un brouillard d'appels manqués et de demandes d'interviews refusées. Elle se recroquevilla sur son canapé usé, oscillant entre l'anxiété et un sentiment inattendu de libération. Son secret était dévoilé. C'était terrifiant. Mais aussi libérateur. Ce soir-là, son téléphone sonna. Léo. Elle répondit. Elle ne pouvait pas l'ignorer. Comment vas-tu, petit oiseau, demanda-t-il doucement. Je me cache dans mon appartement. Les journalistes sont dehors, a-t-elle admis. Ce n'est pas ce que je voulais, Léo. Peut-être pas, dit-il. Mais parfois, l'univers nous donne ce dont nous avons besoin, et non ce que nous désirons. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Tout le monde attend quelque chose de moi, des interviews, des enregistrements, des concerts. J'ai été invisible pendant si longtemps. Je ne sais pas comment être vu. Alors commence petit, dit Léo. Choisis une chose. Pas pour eux. Pour toi. Qu'est-ce que Romina Carter, voulez-vous jouer et pour qui? La question persistait. Pendant 15 ans, la survie avait été son seul objectif. Les rêves étaient des luxes qu'elle ne pouvait pas se permettre. Le lendemain, elle a reçu un appel alarmant de Glatty. Léo s'était effondré. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital Mémorial. Sans hésiter, Romy elle un taxi et baisse un chapeau sur son visage. À l'hôpital, elle a trouvé Léo dans une chambre privée, petite et pâle sous des draps blancs. Ses yeux aveugles se tournèrent vers ses pas. Ne sois pas si inquiet, dit-il doucement. C'est juste mon vieux cœur. Elle prit sa main, alarmée par la froideur de sa main. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? Parce que je ne voulais pas que tu me regardes comme tu le fais maintenant, comme si j'étais fait de verre. Un médecin est entré, a vérifié son dossier et a expliqué que l'état de Léo était stable, mais grave. Son cœur faiblissait. Le temps pressait. Des mois. Pas des années. Après le départ du médecin, Léo se tourna à nouveau vers elle. Ne me pleurez pas tant que je suis encore là, dit-il fermement. J'ai eu une belle carrière. Mais toi tu as encore tant à donner. N'attends pas comme je l'ai fait. Que veux-tu dire, demanda Romy. J'ai arrêté de me produire trop tôt, car j'avais peur d'échouer, a admis Léo. La peur est la seule chose au monde qui s'amplifie à mesure qu'on l'alimente. Ne faites pas mon erreur. Lorsque Romy est revenue au domaine Hulberg le lendemain, incertaine d'avoir encore un emploi mais ayant besoin du confort de la routine, elle a été surprise de trouver Quinn qui l'attendait à l'entrée du personnel. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, le gestionnaire du domaine semblait mal à l'aise, voire plein de remords. Mademoiselle Carter, commença-t-il formellement, je vous dois des excuses. Romy resta immobile, non préparée à cela. Je t'ai traité comme si tu n'étais pas ce que tu étais, continua Quinn.
J'ai été complice de tout ce qui s'est passé. Et je suis désolé. Sa sincérité l'a pris au dépourvu. Merci, dit-elle simplement. Pour ce que ça vaut, je n'attends pas de pardon, ajouta Quinn. Je voulais juste que tu saches que je reconnais mon erreur. Et quelle que soit ta décision, ton poste ici reste ouvert, si tu le souhaites. Alors qu'elle accomplissait ses tâches familières ce jour-là, Romy ressentait l'étrange dualité de sa situation. Aux yeux du monde extérieur, elle était désormais la pianiste de service, une sensation virale, le symbole d'un génie méconnu. Mais entre ces murs, elle était toujours Romy, celle qui changeait le linge et astiquait l'argenterie, même si elle était désormais entourée d'un respect nouveau de la part du personnel et d'un silence gêné et persistant de la part de Douglas. Cet après-midi-là, un email inattendu la fit s'arrêter. Le directeur d'un conservatoire de musique local l'invitait à se produire lors de leur collecte de fonds annuelle, non pas comme une nouveauté, ni comme une curiosité, mais comme une artiste vedette. Les bénéfices seraient reversés à des bourses d'études pour des jeunes défavorisés. Il n'y aurait ni presse, ni caméra, ni enregistrement, juste de la musique, partagée entre ceux qui en comprenaient la véritable valeur. Pour la première fois depuis le gala, Romy a ressenti une étincelle d'intérêt sincère. Il ne s'agissait pas de gloire. Il ne s'agissait pas de rédemption. Il s'agissait de donner en retour, d'utiliser son don pour ouvrir des portes aux autres, comme Léo l'avait fait pour elle. Elle a répondu simplement, oui. Alors qu'elle partait ce soir-là, Jacob la rattrapa dans l'allée. J'ai entendu parler de l'invitation au conservatoire, dit-il. Je pense que c'est parfait pour toi. Comment as-tu su ça, demanda Romy. Jacob sourit d'un air penaud. J'ai peut-être suggéré qu'il te contacte. Le directeur est un vieil ami de fac. Romy ressentit une vague de gratitude pour sa discrète attention. Merci, dit-elle. Ça me semble juste. Contrairement à la dernière tentative de ma sœur pour limiter les dégâts, ajouta Jacob, le visage assombri. Elle a passé des coups de fil pour essayer de te faire interdire de te produire dans les salles prestigieuses de la ville. Pourquoi ferait-elle ça, demanda Romy, sans être vraiment surprise. Parce que tu as révélé quelque chose qu'elle a passé sa vie à nier, répondit Jacob. Que privilèges et talents sont deux choses différentes. Heureusement, Elliot en a eu vent et a commencé à réagir. Dans la bataille d'influence, un critique musical respecté semble avoir plus de poids qu'une personnalité mondaine. Plus tard dans la soirée, seule dans son appartement, Romy ouvrit le vieux journal qu'elle tenait depuis des années. Elle n'y avait pas écrit depuis le gala. Maintenant, les mots ont afflué. Pendant des années, j'ai pensé que le silence me protégeait. Mais la musique n'a jamais été conçue pour être cachée, seulement pour être entendue. J'ai peur de ce qui va arriver ensuite. Mais pour la première fois depuis si longtemps, je suis aussi curieuse. Peut-être que c'est suffisant. Être curieux au lieu d'avoir peur. 3 semaines après le gala, la vie au domaine Hulberg avait repris son cours normal. Romy avait repris le travail, trouvant du réconfort dans le rythme familier tout en naviguant dans les virages inattendus de sa vie. L'effervescence médiatique s'était quelque peu calmée. Bien que sa vidéo de performance ait dépassé les 2 millions de vues, Romy triait soigneusement le linge dans la buanderie lorsque Glatty apparut dans l'embrasure de la porte, l'air indéchiffrable. « Il y a quelqu'un ici qui veut vous voir », dit doucement Glatty. Une femme. Elle dit s'appeler Vanessa Carter. Romy s'est figée. Carter, répéta-t-elle. A-t-elle dit ce qu'elle voulait? Seulement que c'est ta demi-sœur, répondit Glatty. La fille de ton père. Oubliant le linge, Romy la suivit jusqu'à la salle de repos du personnel, où une femme d'une vingtaine d'années l'attendait. Elle avait les pommettes saillantes et les lèvres charnues de Romy, bien que son teint fût légèrement plus clair. Un sourire nerveux révéla une fossette familière sur sa joue droite, celle de leur père. « Romina, » dit la femme en se levant. « Je m'appelle Vanessa. Je te cherche depuis des années. » Romy resta figée, submergée par l'émotion. Cet inconnu au sourire paternel prétendait être de la famille. Une famille dont Romy ignorait jusqu'à l'existence. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda finalement Romy. « La vidéo », expliqua Vanessa. « J'ai reconnu ton nom, puis ton visage. Tu ressembles exactement aux photos que mon père gardait. »« Ton père » répéta Romy, d'un ton creux. « Notre père » dit doucement Vanessa. « L'homme qui nous a quittés, ma mère et moi, quand elle est tombée malade. » La voix de Vanessa vacilla.
son expression se décomposa. C'est compliqué. Je sais qu'il t'a fait du mal. Il m'a tout raconté, avant son AVC. Il y a 3 ans. AVC. Malgré elle, Romy ressentit un pincement au cœur. Ni vraiment de l'inquiétude, ni vraiment de l'indifférence. Quelque chose entre les deux. Il est dans un établissement de soins dans le New Jersey, a dit Vanessa. Il ne parle plus bien, mais il a les idées claires. Quand je lui ai montré ta vidéo, il a pleuré. Romy s'affala sur une chaise, bouleversée. Je ne sais pas ce que tu veux de moi. Rien, lui assura Vanessa. Je pensais juste que tu devrais savoir que tu as une famille. Et peut-être que notre père mérite une chance de s'expliquer. Avant qu'il ne soit trop tard. La suggestion persistait dans l'air, une perturbation indésirable des limites prudentes que Romy avait construites autour de sa douleur. Plus tard dans la semaine, après des jours de lutte contre l'indécision, Romy s'est retrouvée devant le Pine Grove Care Center, un modeste bâtiment niché entre les arbres dans la banlieue du New Jersey. Jacob lui avait proposé de la conduire, mais c'était un voyage qu'elle devait faire seule. L'infirmière à la réception lui indiqua la chambre 217. À chaque pas dans le couloir aux odeurs d'antiseptiques, la résolution de Romy vacillait. 15 ans d'abandon, d'anniversaire manqué, de remise de diplôme, d'enterrement de sa mère, tout cela sans son père. Que pouvait-il bien dire pour arranger les choses? Elle s'arrêta devant la porte, la main levée pour frapper, presque en retrait. Puis elle se souvint des paroles de Léo, la peur est la seule chose au monde qui devient plus forte à mesure que vous la nourrissez. Elle a frappé. Une voix fine et rauque appela de l'intérieur, entrez. L'homme dans le lit d'hôpital ressemblait à peine au père fort et dynamique de son enfance. James Carter était décharné, sa silhouette autrefois imposante était flétrie, le côté droit de son visage affaissé par l'AVC. Mais ses yeux, soigneux illuminés par la reconnaissance et instantanément remplis de larmes. Romina, réussit-il à dire d'une voix pâteuse mais claire. Elle entra, les bras croisés en signe de protection. Vanessa a dit que tu voulais me voir. Il fit un faible geste vers la chaise à côté du lit. Après une longue hésitation, Romy s'assit en gardant ses distances. Je t'ai vu jouer, murmura-t-il. Magnifique, comme ta mère. Ne parle pas d'elle, rétorqua Romy. Tu as perdu ce droit en nous quittant. Des larmes coulaient du coin de son œil. Je sais, dit-il. Impardonnable. Et alors, demanda Romy, la voix tremblante. Pourquoi es-tu parti au moment où elle avait le plus besoin de toi? Quand j'avais besoin de toi. James bougea, essayant de s'asseoir plus droit. Lâche, dit-il en se désignant du doigt. Ta mère, elle était forte. Sa maladie, je ne pouvais pas la regarder mourir. Je ne pouvais pas l'affronter. Il avait du mal à respirer. Pas seulement la maladie. Mon échec. Pas d'argent. Aucun moyen de la sauver. Alors tu as couru, dit Romy d'un ton neutre. Il hocha la tête, la honte inscrite sur chaque trait de son visage. Mon plus grand regret. Chaque jour depuis. La conversation les épuisa tous les deux, James, à cause de ses difficultés d'élocution. Romy, à cause du poids de son cœur. Mais lentement, douloureusement, la vérité apparut. Il avait abandonné la musique avec sa famille. Hélène, la mère de Romy, avait été son premier public, son plus grand soutien. Après l'avoir perdue, il avait tenté de refaire sa vie avec la mère de Vanessa, pensant pouvoir échapper à sa culpabilité. Mais celle-ci le poursuivait comme une ombre. Pas de haine, dit-il en lui prenant la main. Elle ne la prit pas. Mais elle ne s'éloigna pas non plus. Jamais de haine. Juste, de la peur. De la culpabilité. De la honte. Alors qu'elle se levait pour partir, James fit un geste vers une boîte sur sa table de nuit. Pour toi, murmura-t-il. De la part de ta mère. Déconcerté, Romy ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de lettres et des cassettes audio, chacune datée. Qu'est-ce que c'est? Hélène le savait, expliqua James. Elle savait qu'elle était en train de mourir. Elle a enregistré des enregistrements, pour toi. Des événements marquants. Tes 16 ans. La remise des diplômes. Un mariage, peut-être un jour? Sa voix s'est brisée. Je les ai gardés. Je n'ai pas pu me résoudre à les envoyer. J'avais trop honte.
Romy fixait la boîte, un cadeau inattendu. La voix de sa mère, préservée à travers le temps. Un trésor qu'elle n'avait jamais espéré. Il y a autre chose, ajouta James. Chez Glatty. Glatty, répéta Romy, stupéfaite. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Une vieille amie. Église. Hélène lui faisait confiance, lui a demandé de garder quelques affaires. Au cas où. Le trajet de retour vers la ville fut confus. Les pensées de Romy tourbillonnaient. Sa mère s'était préparée à sa mort avec soin et amour en laissant des messages à sa fille qu'elle savait devoir laisser derrière elle. Et Glatty? Glatty, pragmatique et pragmatique, le savait depuis toujours. Elle faisait partie du monde de sa mère, veillant silencieusement sur Romy à distance. Ce soir-là, lorsque Romy arriva chez Glatty, la vieille dame l'attendait déjà. Un simple carton était posé sur la table de la cuisine. Je voulais te le dire, dit simplement Glatty. Tant de fois. Mais tu étais si renfermé, si déterminé à enterrer cette partie de ta vie. J'avais peur que pousser ne te fasse reculer encore plus. Pendant tout ce temps, dit Romy, toujours en train de réfléchir, tu savais qui j'étais, d'où je venais? J'ai reconnu ton nom le jour où tu as postulé chez les Albert, confirma Glatty. Hélène et moi avons chanté dans la même chorale pendant des années. C'était mon amie. Quand elle a su qu'elle était en train de mourir, elle m'a demandé de garder quelque chose pour toi, au cas où tu viendrais un jour chercher ton passé. Romy ouvrit la boîte d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des albums photos, des cahiers remplis de l'écriture de sa mère et un petit lecteur de cassettes déjà chargé. Une étiquette disait simplement « Pour Romy ». Cette nuit-là, seule dans son appartement, Romy appuie sur « Play » sur le lecteur de cassettes. Le son de la voix de sa mère forte, vibrante, intacte par la faiblesse de ses derniers jours remplissait la pièce. « Ma chérie », commença la voix enregistrée d'Hélène, « si tu écoutes ça, c'est que tu as trouvé ta voix. » Retour à la musique. J'ai toujours su que tu le ferais. Ton don est trop puissant pour rester enfoui à jamais. Je suis si fier de toi, Romina. Pas seulement pour ton talent, mais aussi pour ta résilience. Ton cœur. Jouez d'abord pour vous-même, toujours. Le reste du monde peut attendre son tour. Des larmes coulaient sur le visage de Romy tandis qu'elle écoutait la voix de sa mère d'il y a 15 ans, un pont à travers le temps, à travers la perte, la reconnectant à la femme qui avait un jour posé ses petites mains sur les touches du piano et murmuré « Joue ce que tu ressens, bébé, pas seulement ce que tu vois sur la page ». Le lendemain matin, l'article de fond d'Eliott a été publié dans le Revue de musique métropolitaine. La musique entre les notes, le retour de Romina Carter. Ce n'était pas seulement un profil journalistique, c'était une exploration profondément personnelle du talent, du silence, du deuil et de la renaissance. Il avait interviewé Léo, Jacob et plusieurs professeurs de musique qui avaient regardé la vidéo de la performance de Romy. L'article conclut. À l'ère des sensations instantanées et fabriquées, Romina Carter incarne une dimension bien plus profonde, une expression artistique authentique, née d'une expérience vécue. Son parcours nous rappelle que le véritable talent ne peut être éteint, seulement temporairement réduit au silence. Et c'est dans ce silence que naissent parfois les compositions les plus puissantes. L'article est devenu viral presque immédiatement, suscitant un nouvel intérêt pour l'histoire de Romy. Les demandes d'interviews ont afflué et les offres des maisons de disques ont commencé à arriver. Douglas Hulberg, sentant une opportunité de réhabiliter son image, a annoncé que le domaine Albert accueillerait une série de vitrines d'artistes émergents, avec Romy mise en avant comme le talent extraordinaire découvert au sein de notre propre communauté. Quand Jacob a montré le communiqué de presse à Romy, elle a ri. Il fait la promotion du domaine comme étant le berceau du génie? Le même endroit où il me faisait récurer les toilettes tout en plaisantant sur la bonne? Le visage de Jacob s'assombrit. C'est fini maintenant, dit-il en sortant son téléphone. Ce soir-là, il a publié une déclaration sur ses comptes de réseaux sociaux, une déclaration qui a rapidement éclipsé la campagne de relations publiques de son père. Mon père n'a pas découvert Romina Carter. Il l'a rabaissée. Nous ne lui devons pas de crédit. Nous lui devons du respect. Et des excuses pour ne pas avoir su reconnaître non seulement son talent extraordinaire, mais aussi son humanité fondamentale. L'histoire ne parle pas de rédemption pour le nom Hulberg, mais de la résilience de Mademoiselle Carter malgré tous les obstacles qui se dressent sur son chemin. La publication a été partagée des milliers de fois en quelques heures, déclenchant une nouvelle tempête médiatique et une vague de soutien pour Romy. Alors que les gros titres circulaient,
Romy s'est retrouvée attirée par des lieux de son passé. Un mardi après-midi pluvieux, elle prit le métro pour retourner dans son ancien quartier de Harlem. L'immeuble où elle avait appris à jouer sur un vieux piano droit que sa mère avait acheté lors d'une brocante à l'église était toujours debout. L'unité elle-même était condamnée, en attente de rénovation ou de démolition. Assise sur le perron, les cheveux mouillés par la pluie, Romy sortit un petit clavier numérique et un casque. Là, sur les marches de son enfance, elle recommença à composer non pas dans le salon d'un millionnaire, mais là où son histoire avait commencé. De l'autre côté de la ville, la vie soigneusement organisée de Marissa Hulberg s'effondrait. Une source anonyme a divulgué l'enregistrement audio d'une conversation privée dans laquelle Marissa se moquait de la race et des origines de Romy avec un langage grossier et explicite. L'enregistrement s'est répandu comme une traînée de poudre. Les sponsors de marque ont disparu du jour au lendemain. Les invitations ont été annulées. Des amis ont pris publiquement leur distance. Sa chute en disgrâce fut aussi rapide que totale. Alors que mai se transformait en juin, Romy a reçu l'appel qu'elle redoutait. L'état de Léo s'était rapidement détérioré. À son arrivée à l'hôpital, une infirmière l'a accueilli avec douceur. Il va et vient. Je crois qu'il t'attendait. Il tient bon. La chambre de Léo était sombre, le léger bip des moniteurs ponctuant le silence. Sa respiration était saccadée. Ses mains, autrefois puissantes, reposaient désormais, fragiles comme des ailes d'oiseau, sur les draps blancs. Romy s'assit à côté de lui, prenant ses mains dans les siennes. « Je suis là, Léo, » murmura-t-elle. Ses paupières battaient. « Petit oiseau » murmura-t-il d'une voix à peine audible. « Tu es venu ?»« Bien sûr que je suis venu » dit Romy d'une voix brisée. « Vous êtes ma famille. » Une lueur de son ancien sourire apparut. « Je suis fier de toi » murmura-t-il. « Je l'ai toujours été. » Ils restèrent assis ensemble jusqu'au crépuscule. Parfois en silence, parfois avec Romy partageant ses espoirs, sa nouvelle composition, le fond de bourse qu'elle souhaitait créer à son nom. Léo est décédé paisiblement cette nuit-là. Romy lui a tenu la main jusqu'à la toute fin. Une semaine plus tard, son avocat l'a contacté. Léo avait mis à jour son testament après le gala. Il avait laissé à Romy son bien le plus précieux, son piano Steinway, ainsi qu'une note manuscrite. Pour quand vous dirigerez la prochaine génération? 3 mois plus tard, les sols en marbre poli du Lincoln Center brillaient sous les lumières tandis que Romy se tenait dans les coulisses, ses doigts effleurant les bords de la note de Léo. Ce soir, elle honorerait sa mémoire de la manière la plus appropriée possible, en donnant sa première grande représentation depuis cette nuit-là au domaine Albert. 5 minutes, Mademoiselle Carter, murmura un machiniste. Romy hocha la tête et glissa le mot dans sa poche. Elle ne jouait pas un classique ce soir. Elle n'interprétait pas la pièce qui avait ébloui le gala. Ce soir, elle présenterait sa propre œuvre symphonique originale, un récit musical de sa vie. À travers le rideau, elle entendait le murmure d'un public à guichet fermé. Des critiques. Des musiciens. Des célébrités. Des gens ordinaires. Tous attirés par son histoire. Au premier rang étaient assis les gens qui comptaient le plus. Glatty. Jacob. Vanessa. Son père, en fauteuil roulant, amené de son établissement de soins grâce à un arrangement spécial. Nerveux, demanda une voix. Romy se retourna. C'était Elliot, qui ajustait sa cravate, les yeux remplis d'émotion. Étrangement, elle sourit. Non. Ça me semble juste. Léo serait fier, dit doucement Elliot. Pas seulement de ta musique, mais aussi de ton courage de la partager à nouveau. Les lumières de la maison se sont atténuées. Romy lissa sa robe, un modèle simple et élégant qui semblait bien loin de l'uniforme gris de femme de chambre qu'elle avait autrefois porté. Elle prit une inspiration et monta sur scène. Les applaudissements rugissaient autour d'elle, mais Romy les entendait à peine. Son attention s'est concentrée sur le piano à queue de concert Steinway qui l'attendait au centre de la scène. Pas celui de Léo, celui-là est resté à la maison, sacré. Mais celui-là était pour le monde. Elle s'assit, ajusta le banc et jeta un coup d'œil au public. Pendant une brève seconde, elle capta le regard de Jacob. Il hocha la tête. Sans préambule, elle commença à jouer. Les premières notes étaient lentes, posées, faisant écho au rythme de ses longues journées au domaine Albert. La mélodie se construisait, se superposant avec complexité, comme des vérités longtemps cachées.
Puis vint un passage d'obscurité. La perte. Sa mère. Son père. Les années de silence. Le deuxième mouvement change, le jazz de Léo se fond dans la forme classique, l'attention cédant la place à la grâce. Le public est resté immobile, figé. Puis le mouvement final a commencé. Un nouveau thème. Plein d'espoir. Questionnement. Sans solution. L'avenir. Une fois terminé, le silence s'est emparé de la salle pendant un long moment. Puis le tonnerre. Une ovation debout a fait trembler les murs. Romy se leva, s'inclinant légèrement, les yeux brillants. Et dans la foule, juste avant que le rideau ne se ferme, elle vit quelque chose qui faillit briser son sang-froid. Son père, le visage en larmes, avait réussi tant bien que mal à se lever de son fauteuil roulant, soutenu par Vanessa, pour se joindre à l'ovation debout en coulisses. Après la représentation, entouré de sympathisants et de dirigeants de l'industrie musicale impatients de discuter de contrats d'enregistrement, Romy se retrouva attiré dans un coin tranquille où Jacob l'attendait. Ce n'était pas que de la musique, dit-il lorsqu'ils furent enfin seuls. C'était ton histoire. Nos histoires sont tout ce que nous avons à partager, répondit Romy. C'est Léo qui m'a appris ça. En parlant de partage, Jacob dit d'une voix nouvelle. J'ai réfléchi à ce qui nous attend tous les deux. Avant qu'ils ne puissent continuer, ils furent interrompus par Glatty, qui embrassa férocement Romy. Ta mère aurait éclaté de fierté, murmura-t-elle. C'était sa fille là-haut, chaque note. La soirée touchait à sa fin, la salle de concert se vida et Romy se retrouva debout sur les marches du Lincoln Center, dans le calme de la nuit, à contempler les étoiles à peine visibles à travers les lumières de la ville. Un sentiment d'accomplissement l'envahit. Non pas une fin, mais la clôture d'un chapitre et l'ouverture d'un autre. La semaine suivante, Romy a décliné 3 offres de contrats d'enregistrement qui l'auraient rendue riche du jour au lendemain. Elle a plutôt annoncé son intention d'ouvrir une école de musique à Harlem, destinée à offrir une éducation gratuite à des jeunes talents qui, autrement, n'auraient peut-être jamais eu accès à une formation. L'école de musique et d'expression personnelle Léo Tucker, a-t-elle expliqué à un petit groupe de sympathisants réunis dans un centre communautaire non loin de l'endroit où elle avait pris ses premiers cours avec Léo. Pas seulement pour les prodiges, mais pour tous ceux qui ont la passion d'apprendre. Jacob s'était investi dans le projet, contribuant aux aspects administratifs et à la collecte de fonds. Glatty avait accepté de gérer les opérations courantes après l'ouverture de l'école. Même Vanessa, qui avait révélé un talent d'organisation complémentaire à l'orientation artistique de sa demi-sœur, avait pris part à l'élaboration du programme scolaire. Vous refusez des millions pour enseigner aux enfants de Harlem ? A demandé un journaliste sceptique lors de la conférence de presse annonçant la création de l'école. J'investis dans quelque chose de plus précieux que l'argent, répondit Romy avec une confiance tranquille. J'investis dans le potentiel. Le journaliste a insisté. Mais après toutes ces années passées à faire des ménages, ne souhaite-t-on pas une sécurité financière ? La sécurité ne vient pas d'un compte en banque, a déclaré Romy. Elle vient d'un objectif, de la communauté, de l'utilisation de ses dons de manière significative. Alors que l'automne arrivait, apportant des températures plus fraîches et des feuilles changeantes, Romy a reçu une invitation à apparaître sur National Morning, l'un des programmes d'interview les plus regardés du pays. Son premier réflexe était de décliner. Elle avait été sélective dans ses apparitions médiatiques, préférant laisser sa musique et son travail parler d'eux-mêmes. Mais cette invitation était différente. Les producteurs n'étaient pas intéressés par le récit sensationnaliste de la servante devenue maestro qui avait dominé la couverture médiatique précédente. Ils souhaitaient qu'elle évoque le classisme dans les arts, la mise sous silence des talents dans les communautés marginalisées et l'importance de l'identité créative pour les jeunes artistes. Il ne s'agit pas de divertissement, lui a assuré le producteur. Il s'agit d'engager des conversations importantes. Romy accepta. Et par une fraîche matinée d'octobre, elle se retrouva dans un studio de Manhattan, assise en face de l'animatrice Alicia Palmer. Mademoiselle Carter, votre histoire a captivé des millions de personnes, commença Alicia. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin que les gros titres. Vous avez parlé de « silence musical ». Pouvez-vous m'expliquer ce que cela signifie ? Romy réfléchit attentivement à ces paroles. Le silence se manifeste de multiples façons. Parfois, il est économique, un talent qui ne se développe jamais parce que les cours sont trop chers, les instruments inabordables. Parfois, il est culturel, des voix jugées moins précieuses parce qu'elles ne correspondent pas aux traditions établies.
Et parfois, il est interne. Nous nous taisons parce que nous avons intériorisé le message selon lequel nos expressions n'ont aucune importance. Vous avez vécu les trois, a observé Alicia. Oui, a reconnu Romy. Mais j'ai eu la chance d'avoir Léo Tucker, qui a refusé de laisser ma voix s'éteindre complètement. Trop d'autres ne trouvent jamais leur Léo. La conversation s'est portée sur son école, sa vision d'un paysage musical plus inclusif, et sur la manière dont l'art pouvait combler les clivages sociaux et culturels. Romy s'exprimait avec l'autorité discrète qui était devenue sa marque de fabrique, réfléchie, mesurée, mais d'une vérité inébranlable. À la fin de l'interview, Alicia a posé une dernière question. Que diriez-vous à quelqu'un qui regarde et qui a l'impression que sa propre voix créative a été réduite au silence? Romy sourit. Je leur dirais que le silence peut être un cocon, pas seulement une cage. Que parfois, dans le silence, on devient plus fort. Et quand on en sort enfin, notre chant est d'autant plus puissant qu'il a été retenu si longtemps. L'interview a été largement partagée et discutée, consolidant davantage la réputation de Romy non seulement en tant que musicienne, mais aussi en tant que défenseur éloquent de l'accès et de l'expression artistique. Une semaine plus tard, Romy a reçu une lettre d'une fillette de 10 ans de Détroit. Chère mademoiselle Carter. Je m'appelle Zoé et je t'ai vue à la télé. Ma mère et moi avons regardé ta vidéo aussi. Celle où tu jouais du piano pour tous ces riches qui ignoraient que tu étais si doué. J'apprends le piano aussi, mais parfois, à l'école, les élèves se moquent de moi à cause de ça, au lieu de faire du sport ou des choses cool. Ta musique m'a appris que je ne suis pas invisible. Mon professeur dit que j'ai du talent, mais on n'a pas les moyens de payer beaucoup de cours. Je m'entraîne au piano à l'école à la pause déjeuner. Un jour, je veux jouer comme toi. Merci de m'avoir montré qu'il est normal d'aimer la musique même quand les gens ne comprennent pas. Votre amie, Zoé Wilson. Romy a lu la lettre 3 fois, les larmes lui brouillant la vue. Elle a immédiatement répondu, en joignant des informations sur les programmes de bourse et une invitation personnelle à visiter l'école dès son ouverture. Mais plus important encore, elle a partagé ses propres expériences, comment elle s'entraînait en secret, comment elle trouvait des moments et des espaces pour nourrir son don lorsque les circonstances semblaient déterminées à le supprimer. La musique trouve toujours un chemin, écrivait-elle. Et nous aussi. De l'autre côté de la ville, dans son bureau de la cité Hulberg, Douglas était assis seul, les yeux rivés sur un journal dont la une portait sur l'école de Romy. La photo la montrait entourée d'enfants dans un centre communautaire, le visage rayonnant de détermination et de joie. Quinn entra avec une pile de documents nécessitant des signatures, s'arrêtant lorsqu'il remarqua ce qui avait retenu l'attention de son employeur. Elle fait un travail remarquable, observa attentivement Quinn. Douglas resta silencieux pendant un long moment. J'ai failli détruire quelque chose d'inestimable, dit-il finalement d'une voix inhabituellement basse. Par ignorance. Par arrogance. C'était le plus près qu'il ait été de reconnaître son rôle dans l'histoire de Romy, pas l'arc rédempteur qu'il avait essayé de revendiquer à la suite de son moment viral, mais la reconnaissance humiliante de son propre échec à voir la personne derrière l'uniforme. Peut-être, suggéra gentiment Quinn, qu'il n'est pas trop tard pour soutenir son travail sans s'en attribuer le mérite. Douglas hocha lentement la tête, une idée prenant forme. Organise un don pour son école, dit-il. Anonyme. Important. Et Quinn, pas un mot à Jacob ni à qui que ce soit d'autre sur la source. À l'approche de l'hiver, Romy fit une dernière visite au domaine Hulberg. Elle avait officiellement démissionné de son poste quelques mois plus tôt, mais avait accepté de participer à la formation de son remplaçant. Aujourd'hui, cependant, elle était venue pour un autre but, récupérer le piano d'entraînement qu'elle avait utilisé pendant son travail, et que Douglas avait proposé de donner à son école. La maison était silencieuse tandis qu'elle traversait les couloirs familiers, les souvenirs résonnant à chaque pas. Dans la grande salle où elle avait été invitée à se produire pour la première fois, pour le plaisir, elle marqua une pause, s'autorisant à pleinement assimiler le chemin parcouru depuis ce moment d'humiliation. Marissa était partie à l'étranger après son effondrement social et professionnel. On disait qu'elle occupait un emploi modeste à Londres, son ancien statut de mondaine célèbre effacé par sa propre cruauté. Tandis que Romy supervisait les déménageurs qui chargeaient soigneusement le piano, elle ne ressentait aucun triomphe dans la chute de Marissa, seulement un mélange complexe de justice rendue et de regret humain pour le potentiel gaspillé par les préjugés. Une dernière chose, dit Jacob, apparaissant à côté d'elle alors que les déménageurs terminaient leur travail. Il lui tendit une petite boîte en bois finement sculptée. J'ai trouvé ça dans le grenier. Il date des années 1920,
époque de la construction de cette maison. Le premier propriétaire était apparemment lui aussi compositeur. Romy ouvrit la boîte et découvrit qu'il s'agissait d'une boîte à musique. Lorsqu'elle remonta la clé, une mélodie délicate et mélancolique se fit entendre. « C'est magnifique, dit-elle, sincèrement touchée. »« Il y a plus, dit Jacob, l'air soudainement nerveux. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite pochette en velours. « Il ne s'agit pas de grands gestes ni de contes de fées, dit-il doucement. Il s'agit de deux personnes qui se voient. Qui se voient vraiment. » De la bourse, il sortit une simple bague en argent avec un petit saphir qui captait la lumière. « La boîte à musique joue votre composition, celle du gala. Je l'ai fait fabriquer spécialement. » Romy le regarda fixement, momentanément sans voix. « Trop tôt, demanda Jacob, l'incertitude traversant son visage. Son sourire était la seule réponse dont il avait besoin. Le soleil printanier traversait les hautes fenêtres de la maison en grès brun récemment rénovée de Harlem, illuminant l'espace qui allait bientôt devenir l'école de musique et d'expression personnelle Leo Tucker. Les ouvriers mettaient la dernière main aux salles de répétition, installaient des panneaux acoustiques et accordaient les pianos donnés qui bordaient la zone d'enseignement principale. Romy se déplaçait dans l'espace avec détermination, prenant des notes sur son presse-papier et discutant avec les entrepreneurs. L'école ouvrirait ses portes dans un mois. Et tout devait être parfait. La livraison de Steinway vient d'arriver, a appelé Jacob depuis l'entrée. 6 nouveaux montants pour les classes débutantes. Encore le donneur anonyme, demanda Romy en haussant un sourcil. Jacob haussa les épaules. La fondation qui a apporté la contribution initiale a été incroyablement généreuse. Bien qu'aucun des deux ne l'ait exprimé à voix haute, tous deux soupçonnaient en silence la même chose, la source des fonds mystérieux qui accéléraient le développement de l'école était quelqu'un de très proche d'eux. Les empreintes digitales de Douglas ne figuraient nulle part sur les dons, mais le timing et la précision de chaque don suggéraient une personne connaissant parfaitement leurs besoins. Glatty entra précipitamment, son énergie pragmatique habituelle étant désormais canalisée vers l'organisation des systèmes administratifs qui permettraient à l'école de fonctionner sans problème. Nous avons déjà reçu 37 candidatures pour le programme de bourse, a-t-elle annoncé, rayonnante. Et la liste des professeurs bénévoles ne cesse de s'allonger. 3 viennent de Juilliard et 2 de la Manhattan School of Music. Le passage du concept à la réalité a été rapide, porté par la vision claire et sans compromis de Romy et un réseau de soutien convaincu par sa mission. La diffusion virale de son histoire lui a ouvert des portes, mais c'est son authenticité, sa planification méticuleuse et son dévouement sans faille qui ont transformé cette opportunité en réalisation concrète. Une semaine avant l'ouverture officielle de l'école, Romy a reçu une invitation à apparaître sur Carrefour, une prestigieuse émission de télévision réputée pour ses échanges approfondis avec des personnalités du monde culturel. Elle a d'abord hésité, il restait encore beaucoup à faire. Mais lorsqu'elle a appris que l'accent serait mis sur l'accès à l'éducation artistique, et non sur son histoire personnelle, elle a accepté. L'interview a été filmée au cœur même de l'école. L'animateur Michael Bronson était assis en face d'elle dans ce qui allait bientôt devenir la principale salle de spectacle. Ce bâtiment a une histoire, a déclaré Michael, admirant l'architecture restaurée. Tout comme son fondateur, répondit Romy. Chaque espace a une histoire gravée dans ses murs. C'était à l'origine un centre communautaire, où Leo Tucker enseignait. Il me semble juste de perpétuer cet héritage. Leur conversation s'est déroulée sans effort, passant de la mission de l'école à des questions plus profondes sur la résilience créative et l'identité. Vous avez parlé de la musique comme d'une forme de révélation de la vérité, a noté Michael. Comment cette philosophie influence-t-elle votre enseignement? La maîtrise technique est importante, a déclaré Romy. Mais la technique sans vérité n'est que performance. Nous voulons que nos élèves trouvent leur voie, que ce soit à travers les traditions classiques, les innovations du jazz ou quelque chose d'entièrement nouveau qu'ils créent eux-mêmes. À la fin de l'entretien, Michael lui a demandé de jouer, non pas pour le spectacle, mais comme un véritable reflet de ce que représentait l'école. Romy s'est assise devant le Steinway adoré de Léo, désormais restauré et mis à l'honneur dans la salle de spectacle. Elle a joué point lumière de fenêtre une nouvelle pièce qu'elle avait composée pour l'ouverture de l'école, inspirée par la petite fenêtre à travers laquelle elle regardait pendant qu'elle nettoyait le domaine de Halberg, rêvant d'une vie différente. La composition était pleine d'espoir mais réaliste. Ambitieuse mais accessible. À l'image de l'école elle-même. Après la diffusion de l'épisode, les candidatures ont doublé du jour au lendemain. Ce qui n'était au départ qu'une petite initiative est devenu un modèle national,
que les enseignants de tout le pays espéraient reproduire. Par une chaude soirée de mai, alors que le soleil se couchait derrière l'horizon, Romy et Jacob marchaient le long de la rivière Hudson, profitant d'une rare pause dans le tourbillon. Les lumières de la ville dansaient sur l'eau. Un musicien de rue jouait du saxophone au loin. « J'ai réfléchi », dit Jacob, s'arrêtant pour regarder un bateau passer. « Et les prochaines étapes pour l'école » a demandé Romy. « Pour nous » a-t-il précisé. Ils étaient tellement absorbés par la construction de quelque chose pour les autres qu'ils n'avaient pas pris le temps de réfléchir à ce qui les attendait ensuite. De sa poche, il sortit non pas une boîte à bagues, mais une petite boîte à musique ancienne, semblable à celle qu'il lui avait offerte quelques mois auparavant, mais plus ancienne, plus usée. « Il appartenait à ma grand-mère », expliqua Jacob tandis que Romy le lui retournait. C'était une pianiste amateur. Elle n'a jamais eu l'occasion de devenir pianiste professionnelle. Mon grand-père le lui a offert le jour de leur mariage. Lorsque Romy l'ouvrit, le mécanisme joua les premières notes de sa composition du gala point le pièce. Celle qui avait tout changé. « Comment est-ce possible » murmura-t-elle. « Cette boîte a des décennies. »« Je l'ai fait modifier » dit Jacob en souriant. « La mélodie originale est conservée, mais je voulais qu'elle joue aussi ta musique. » Un pont entre le passé et le futur. Le sourire de Romy en disait long. Elle n'avait pas besoin de grandes déclarations. Ce geste discret et attentionné associant sa voix à l'héritage familial était plus que suffisant. Cet été-là, la Leo Tucker School of Music and Self-Expression a officiellement ouvert ses portes. La cérémonie était volontairement modeste, centrée sur les étudiants plutôt que sur les célébrités ou la presse. 50 jeunes musiciens, âgés de 7 à 18 ans, avaient été sélectionnés pour la classe inaugurale, chacun doté d'un talent remarquable et de ressources limitées. Romy s'est adressée aux familles réunies ce jour-là. Non pas comme un phénomène viral, ni comme une pianiste de concert, mais comme quelqu'un qui avait été à leur place. Cette école existe parce que la musique appartient à tous, a-t-elle simplement déclaré. Pas seulement à ceux qui peuvent s'offrir des cours, des instruments ou des opportunités spéciales. Vos enfants ont des dons. Des dons qui méritent d'être cultivés. Des voix qui méritent d'être entendues. Le premier semestre a dépassé toutes les attentes. Les étudiants se sont épanouis sous la direction d'enseignants passionnés, dont beaucoup ont donné de leur temps bénévolement. Les masterclass du week-end ont attiré des musiciens de toute la ville. Le fonds de bourse, alimenté par de généreux dons anonymes et de modestes subventions, a permis de garantir qu'aucun étudiant doué ne soit refusé pour des raisons financières. En octobre, Romy reçoit un appel inattendu, le Musée national de la musique afro-américaine souhaite créer une installation permanente intitulée Du silence à la symphonie, l'histoire de Romy Carter. Initialement mal à l'aise avec la mise en avant personnelle, elle n'a accepté qu'après avoir appris que l'exposition se concentrerait sur l'histoire plus large des musiciens classiques noirs qui ont brisé les barrières. « Votre histoire n'est pas isolée », a déclaré le conservateur. Elle s'inscrit dans un continuum, Florence Price, Margaret Bon, William Grant-Still. En racontant la vôtre, vous contribuez à éclairer la leur. L'exposition a ouvert ses portes au printemps. Elle comprenait les lettres de sa mère, les partitions manuscrites de Léo et une installation vidéo juxtaposant le gala de Romy à des images d'archives d'artistes classiques noirs du siècle dernier. Vanessa était présente avec leur père, James, dont la santé s'était suffisamment stabilisée pour lui permettre de voyager. Bien qu'encore en convalescence après son AVC, sa fierté était palpable dans la galerie. Depuis son fauteuil roulant, il tendait parfois la main à Romy, submergé par l'émotion. « Ta mère, dit-il lentement, d'une voix toujours laborieuse mais plus forte maintenant, a toujours dit que tu changerais le monde avec ta musique. »« Je ne sais pas comment changer le monde, » répondit Romy d'une voix tendre. « Mais peut-être que changer quelques vies suffira. » Alors que l'école entrait dans sa 2e année, Romy se sentait de plus en plus attirée par la composition. Soir après soir, bien après avoir terminé ses tâches d'enseignement et administratives, elle s'asseyait à son piano pour travailler sur une nouvelle symphonie. Son thème était la visibilité. La voix. Pas seulement son propre parcours, mais le désir humain universel d'être vu et entendu. La pièce sera créée au printemps suivant avec l'Orchestre Philharmonique de New York, sous la direction d'un camarade de classe d'enfance qui l'avait contacté après avoir vu son histoire. La représentation permettrait de collecter des fonds pour des initiatives d'éducation musicale à l'échelle de la ville, un moment de partage complet. Par un frais matin d'automne, Romy arriva tôt à l'école. Une jeune fille l'attendait sur les marches, serrant contre elle un vieux livre de musique, les yeux écarquillés par la nervosité.
Êtes-vous mademoiselle Carter? Demanda doucement la jeune fille. Moi aussi, dit Romy en s'agenouillant à côté d'elle. Et toi? Zoé Wilson. De Détroit. Tu m'as écrit l'année dernière, dit Romy, la conscience s'éveillant. La petite fille de 10 ans qui avait envoyé cette lettre touchante après l'entretien. Maintenant là, en personne. Un an plus âgé. Déterminé. Ma mère a trouvé un emploi à New York, explique Zoé. Je lui ai dit que je voulais plus que tout venir ici. Elle hésita. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais je m'entraîne tous les jours. Romy ressentit une impression de déjà-vu. Elle se revit jeune, avide d'apprendre, accrochée à n'importe quel piano qu'elle trouvait. Entrez, dit-elle en ouvrant la porte. Voyons ce que vous savez faire. Dans le calme du matin, la lumière du soleil traversant les hautes fenêtres, Romy conduisit Zoé au Steinway. Les mains de la jeune fille tremblaient lorsqu'elle posa les touches. Mais tandis qu'elle jouait un simple prélude de Chopin avec tant de délicatesse et d'émotion, sa nervosité s'évanouit. Romy était transportée. Sous les mains de Léo, qui la guidait. Sous le sourire fier de sa mère. Sous ses premières notes. Le cercle s'était fermé. Ce qui lui avait été volé, elle le transmettait désormais, librement et joyeusement. Quand Zoé eut fini, elle leva les yeux écarquillés. C'était bien? Romy sourit en ajustant la main de la fille. C'était magnifique, a-t-elle dit. Maintenant, jouez-le comme il faut sans. Tandis que Zoé reprenait son interprétation, plus assurée, plus personnelle, Romy sentit l'appel envahir. C'était le point culminant. Ni la célébrité, ni les applaudissements. Une pièce ensoleillée. Un piano. Un élève tremblant. Un professeur enfin rentré.